pratiquement mieux. Puis Je suis toujours aussi ému. Après. Je pleure au début et à la fin. Alors là, j'ai raté le début, mais ça n'a pas manqué à la fin, quoi. Non, c'est vrai, depuis la première fois que je l'ai vu, j'avais 13 ans. Et qu'est-ce que je dis? Oui, 13 ans. Et puis, voilà, j'ai eu la télé, ça m'a fait... À la télévision. C'était donc la télé en noir et blanc. Et ma grand-mère me laissait voir tout, et j'ai vu ce film. Je crois que c'était une après-midi, cependant, ça devait être un jeudi, donc, après-midi. Et j'ai vu ce film, et puis ça a été voilà, le déclic pour ce que j'ai voulu faire par la suite. Enfin, c'est un drame. Alors ça commence en plus, le début que là j'ai loupé, mais je me souviens très bien, ben, le début c'est la fin. Quoi. Genre ça commence, ils sont en train de faire des commentaires sur les deux, enfin sur le cadavre, je dis les deux cadavres. Voilà. Et la scène du défilé en particulier, vous a beaucoup je dirais, la scène du défilé, évidemment, ça m'a montré qu'en fin de compte, la mode, c'était aussi, avec un défilé, ça devait se faire avec un défilé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je crois que c'est tout le film qui m'a montré, depuis le début, ce que c'était que ce métier, ce que c'était que la couture. Ça commence dans des ateliers. D'abord, c'est une espèce de robe de mariée avec un mannequin, un faux mannequin qui est allongé. À côté, il y a un monsieur qui, donc, après, on se rend compte qu'il est le couturier. Et tout le film lui-même m'a expliqué, était comme une école, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu ça et j'ai appris, en fait, moi j'ai pas fait d'école de mode, ça a été mon école de mode, une vraie école de mode. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une précision incroyable, c'est-à-dire que ça retrace exactement l'atmosphère des maisons de couture que j'ai connues par la suite. C'est-à-dire qu'après, moi donc, j'ai vu ce film, donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux faire. Avant, j'avais vu des choses, c'était à la télévision aussi, mais là, c'était Folies Bergères. Je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien faire du spectacle et tout. J'avais vu des femmes avec des barésilles et des plumes et tout, etc. Une autre sorte de femme que l'on voit ici, c'est tout à fait différent. Et donc, je voulais faire ça, donc j'ai mis des plumes à mon ours. Ça a commencé comme ça, pour qu'il soit danseuse des Folies Bergères. Alors, je lui ai mis un plumeau sur la tête. Bon. Et puis après, j'ai vu ce film, alors là, ça y est, c'était parti. C'était comment la mode. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la mode, c'est-à-dire à regarder. Déjà, je voyais, il y avait des émissions sur la couture et tout. Mais je voyais aussi, après, des magazines qui montraient des choses, qui expliquaient. Et des livres sur la mode, et tout ça a été ma culture, quoi. Mais c'est assez incroyable parce que, bon, d'abord à l'âge de 18 ans, j'ai envoyé mes croquis parce que j'ai commencé à faire mes collections. Je voyais dans les journaux, on voyait ce qu'allaient faire les couturiers. Alors à l'époque, c'était les couturiers, on ne parlait pas du prêt-à-porter. Parce que moi, ça c'était dans les années fin 60, vous voyez. Donc à l'époque, on voyait seulement la haute couture parce que c'était le prêt-à-porter était vulgaire. Je pense à la télévision. Donc on le montrait d'abord, il n'y avait qu'une chaîne. Et il montrait une fois, tous les 6 mois, la haute couture présentée par Jean-Christophe Averty, qui était quelque chose de fabuleux, parce que Jean-Christophe Averty était un réalisateur absolument extraordinaire, qui montrait en plus, c'était la mode des années 60, fin 60, donc avec des vêtements de Courrèges et de Cardin archi-modernes, et puis Saint-Laurent qui était, lui, qui présentait autre chose, qui commençait déjà à aller un peu vers la mode rétro, était complètement d'avant-garde. Et je voyais tout ça, et je trouvais ça merveilleux. Mais après, quand je suis rentré chez Cardin, eh bien, j'ai vu déjà les ouvrières qui étaient vraiment comme les cousines qu'il y avait dans cette maison de couture. Et j'ai vu comment, après, quand je suis rentré chez Jean Patou, après Cardin, eh bien là, j'ai vu vraiment les ateliers exactement. Je me suis dit, d'abord, quand j'ai monté les marches, à l'époque, l'hôtel particulier qui était rue Saint-Florentin, je me suis dit, ça y est, je suis dans Falbala, je suis dans le film. C'était vraiment être dans le film. Alors, pourquoi est-ce que c'était une peinture si extraordinaire ? Eh bien, c'est parce que tout simplement, Jacques Becker, qui est donc le réalisateur, était un grand ami de Marcel Rochat, qui a fait les costumes, les vêtements, les robes du film. Mais alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, parce que quand même quand on est amis, même si on est réalisateur, cinéaste, avec un sens de l'image et de toute la réalisation, quand même arriver à comprendre tout l'esprit et capter tellement bien les personnages. Le personnage de la directrice de la haute couture, qui est Gabrielle Dorzia, je crois, est absolument parfaite, comme une espèce d'éminence grise qui est là pour protéger, pour le sauver, pour subir ses caprices, enfin pour subir
Ça peut être dans d'autres maisons sans caprice, hein. Mais lui, disons, était particulièrement capricieux et un peu caractériel, quand même, il faut le dire, et très misogyne. Bon, mais tout ça a été bien capté, bien montré, les cousettes et tout, qui sont un peu titi parisiens et qui sont entre elles en train de parler, faire les commentaires. Lui, quand d'un seul coup, il revient et d'un seul coup, il sait comment voilà, il a l'inspiration parce qu'il a vu quelqu'un qui l'a inspiré, et du coup, il y avait la muse. Donc j'ai appris tout ça en regardant ce film maintes et maintes fois, avant même de rentrer chez Cardin. Déjà, je savais qu'il fallait qu'il y ait une muse. C'est pas devenu comme un ordre, comme un devoir, mais c'était rentré dans ma tête comme ça. Et qu'il y avait évidemment un défilé. Le défilé, ça a été la chose qui m'a fait... Parce que là, ça rejoignait le spectacle. Alors, c'est comme un spectacle, un défilé, parce que c'est quelque chose quand même d'un peu abstrait. Bon, c'est-à-dire, ce sont des femmes qui marchent comme ça. Regardons ou ne regardons pas les personnes qui sont assises, donc les spectateurs, ou quelquefois leurs souriants. Enfin, c'est quelque chose de très abstrait, avec de la lumière, avec des projecteurs, avec de la musique. Alors à l'époque, il n'y avait pas de musique, mais c'était la voix de la directrice de la maison de couture qui disait numéro 1. Bal à Versailles, numéro 2, enfin des titres comme ça assez incroyables. Mais d'ailleurs, on voit très bien, à un moment, on le voit donner des noms à ces modèles. C'est des noms qui vont être dits. C'était vraiment comme ça. Et c'est pour ça que même, quelquefois dans les défilés de prêt-à-porter, où ça se faisait plus du tout, dans les années 80, c'est très démodé, très dépassé. Quelquefois, j'ai fait, alors avec des gags, avec des noms qui étaient assez comiques et ironiques, quoi. Mais quand même, à mon premier défilé couture, c'est-à-dire qu'au bout, j'ai commencé, si vous voulez, ma première collection de prêt-à-porter en 76, mais c'est en 97, en 96, 97, donc 20 ans après, oui, que j'ai fait ma première couture. Et là, la couture, évidemment, j'ai voulu le faire à l'inverse des défilés, des grands défilés de prêt-à-porter qui étaient dans des chapiteaux, dans des endroits très grands, etc., avec beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. J'ai voulu très, comme ça se faisait à l'ancienne. C'est-à-dire vraiment dans un endroit petit, c'était une galerie, d'ailleurs, et avec peint comme une espèce de chose très 40, d'ailleurs, comme peint un peu le décor d'une maison de couture, on va dire, avec des traits noirs sur un fond tout blanc, et puis avec peu de mannequins, et avec une directrice, enfin quelqu'un qui parlait, à l'époque c'était quelqu'un qui avait un rapport avec le cinéma, c'était Elisabeth Quint, qui était une critique de cinéma. Et comme elle avait une voix formidable et tout, je lui avais demandé, et un esprit formidable, je lui avais demandé justement de faire un peu la description, et de parler donc en direct avec le modèle numéro. Donc c'était elle en quelque sorte la directrice de la maison de couture qui énonçait donc les modèles et les décrivait. Donc voilà, alors donc il y a la lumière, il y a les projecteurs, il y a comme un spectacle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire de la mode, pour en fin de compte faire des défilés. Mais en même temps, vouloir faire vraiment de la mode, quoi. C'était vraiment le mélange des deux. Mais en même temps, il y a 25 ans, c'est-à-dire que là, le tournage, je crois que c'est 44. Oui. Voilà, c'est la toute fin de l'occupation. C'est interrompu, ils reprennent, le film sort en mars 45. Et donc vous dites qu'entre ce milieu des années 40 et la fin des années 60, quand vous arrivez, oui, finalement, l'ordre des maisons de couture est un ordre hiérarchisé, oui, et immuable. Enfin, rien ne bouge, quoi. Tout à fait, c'est resté... si vous voulez, dans un sens, je dis, j'ai connu les dinosaures de la couture, j'en ai fait un petit peu là sur... puisque là, je viens d'arrêter, je suis à la retraite, pour la mode tout au moins. Donc, un des derniers dinosaures de la couture qui a connu cette époque-là, c'est-à-dire que j'ai connu M. Cardin, j'ai fait la maison Jean Patou, qui maintenant ne fait plus, qui fait un prêt-à-porter, mais même pas dans les lieux d'origine de la maison Patou. J'ai connu tout ça, quoi. Je suis présenté, j'ai été affusé 3 fois chez Dior pour travailler chez Dior, et ça s'est jamais fait. C'est drôle, enfin, j'ai connu tout ce système-là, et alors Cardin était lui, quand même, il était plus futuriste. Un qui était très futuriste, quand même, à cette époque, c'était Courrèges, qui lui a chamboulé un petit peu la notion de la couture elle-même. Et ça, c'est dans le vêtement qu'il a changé les choses. C'est-à-dire que dans la structure des vêtements, d'un seul coup, les jeunes filles qui s'habillaient comme leur mère, eh bien, après, c'était l'inverse. C'était la mère, lui, il a fait la mère qui s'habille comme une jeune fille. C'était un petit peu ça. Alors, pour revenir à Falbala, donc c'est Marcel Rochat, qui est le costumier du film, c'est un couturier, vous l'avez dit. Il est très investi sur le tournage. Il va même jusqu'à faire des gestes pour l'acteur principal. Et il y a un autre lien intéressant avec vous, c'est la guêpière.
Même si la guépière n'apparaît pas dans le film. Oui, exactement. C'est ça qui est assez amusant, c'est qu'en fin de compte, après, peu à peu, alors donc il y avait donc Falbala, alors j'avais toutes ces images de robes, etc. D'ailleurs, je me suis inspiré de certaines. Il y en a une qu'on voit à un moment, c'est une espèce de, là pendant le défilé, c'est pas une guépière, mais c'est une redingote, un peu comme une redingote un peu longue noire, portée sur une énorme jupe de tulle ou de taffetas blanche et tout. Moi j'en ai fait, d'ailleurs c'est dans l'exposition, une qui est sans manches et qui est comme une redingote un peu masculine, double boutonnage, mais très cintrée avec tout le corps un peu moulé, et après qui part en jupon de tulle. Bon, si vous laissez des influences comme ça qui me sont revenues. Mais c'est vrai que Marcel Rochat, en plus, j'ai appris après par la suite qu'il avait fait aussi des guépières. Et moi, le corset. Enfin, quand j'ai sorti le corset comme un vêtement normal. Mais lui, donc, il y a quand même un lien comme ça qui est fort. Et puis le fait qu'après, évidemment, quand j'ai fait connaissance de Micheline Prel, parce qu'une fois, j'étais donc dans Paris, et j'allais dans un restaurant, et elle se trouvait dans le même restaurant. Et d'un seul coup, je suis allé vers elle, je lui ai dit, Madame, excusez-moi de vous déranger, voilà, mon nom ne vous dira rien, je m'appelle Jean-Paul Gaultier, et voilà, je fais ce métier grâce à vous, et tout. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec elle. Et puis après, que j'ai connu Tony, et tout, que j'étais très ami avec Tony Marshall, qui est la fille de Micheline Prel, et qui n'est plus là, et qui n'est plus là, qui nous a quittés, et avec qui j'ai commencé d'ailleurs, et c'était par l'intermédiaire de Tony que j'ai eu la chance de pouvoir faire cette exposition qu'on voit maintenant. Mais on l'a commencé ensemble pendant 1 an et demi à peu près, non? Puis après le Covid est arrivé, elle est partie. Voilà. Donc si vous voulez, tout ça c'est connecté complètement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans ma vie en tous les cas, entre Micheline Prel, Tony Marshall, Rochat avec les guépières et moi avec mes corsets. Moi, c'était les corsets de ma grand-mère qui m'ont influencé par la suite. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu les guépières qu'avait fait Rochat, non plus, ça n'aurait pas fait clic-clac. Vous voyez, c'est comme des choses qui s'entrecroisent et qui font ce résultat-là. Il y a aussi un spectacle à Broadway qui vous a marqué, Nine. Ah oui, exactement. C'est vrai c'est-à-dire qu'un jour, alors ça c'est par rapport à ma grand-mère, alors c'est ça qui est assez drôle, c'est que, bon, si vous voulez, j'ai eu l'extrême chance, enfin on a eu l'extrême chance et honneur d'avoir Micheline Prel, qui a 99 ans, est venue voir l'exposition. Pour moi, si vous voulez, c'est comme si la boucle comme ça se faisait, tout à fait, c'est assez incroyable. Et donc, à un moment, elle a un peu des problèmes avec la mémoire, mais de temps en temps, elle a des flashs comme ça et tout. Et à un moment, ça c'était d'ailleurs très émouvant, parce que quand elle est arrivée, elle était sur une chaise roulante à 99 ans, quand même. Bon. Mais elle était là, et d'un seul coup, elle a vu sa photo, comment il y a eu des flashs, et d'un seul coup, on voyait, ça redevenait la star donc une des stars françaises des années 40, 50, 60. Après, elle a fait aussi les Suncherries, c'était une émission télévisée qui était géniale, un feuilleton assez fabuleux, une première série, on va dire. Elle a fait plein de choses, et jusqu'à sa fin, elle a même, jusqu'à sa fin, elle est toujours vivante, mais elle a fait, disons, elle était vraiment dans l'avant-dernier film de Tony Marshall. Donc elle a donc joué là, même très âgée, à 85 ans. Je crois qu'elle arrivait à marcher encore et même conduire à 83 ans, 84 ans, quoi. C'est assez exceptionnel comme gêne. Et là, dans le film, elle est... Pardon. Donc là, oui, non, je reviens, c'est parce que je fais tellement de choses comme ça où je m'envole. Donc là, je reviens. Et je lui ai dit, vous savez, je suis Jean-Paul, ah oui. Ah oui, et moi, votre grand-mère. Parce que, ah oui, j'oubliais de dire ça, c'est que quand même, une connexion, elle aura tourné dans mon spectacle, le seul spectacle que j'ai fait d'ailleurs avec Tony Marshall, c'est-à-dire mon Fashion Freak Show. C'est-à-dire qu'à un moment, elle représente ma grand-mère, elle fait le rôle de ma grand-mère. C'est-à-dire que ça commence ça avec ma grand-mère qui me fait découvrir, en fin de compte, c'est moi en cherchant des choses dans les armoires qui avait vu pour la première fois un corset. Et c'est en cela que j'arrive sur la guépière de corset. Donc moi j'ai fait des robes corset parce que j'avais vu donc dans les armoires de ma grand-mère un corset, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est là où elle m'avait raconté, ma grand-mère, que pour avoir la taille fine, il fallait, on avait le corset, il fallait boire du vinaigre, et qu'à la contraction de l'estomac,
quand on prenait avalait le vinaigre, c'était là qu'il fallait serrer pour faire une taille très, très mince. Donc ces trucs de torture m'a fasciné, sans me rendre compte que c'était une torture en vérité, mais disons voilà. Et après, donc j'avais vu ça très beau, et des années après, je vais à New York, et en plus il y avait, si vous voulez, alors la mode et le cinéma, c'est l'air du temps. C'est capter l'air du temps et faire des projections ou des envies, enfin c'est montrer plein de choses qui ont quelque chose avec la réalité du moment. Et donc j'avais déjà remarqué qu'il y avait des filles, notamment au Palace, certaines qui avaient une allure quand même, c'était très, très, on va dire, pas androgyne, mais disons des femmes de caractère et tout, qui d'un seul coup se mettaient quand même des petits bustiers, des choses comme ça, qu'elles achetaient à la Samaritaine et tout. J'avais remarqué ça et je travaillais avec une notamment qui était mannequin pour moi, et qui donc pouvait très bien porter une fausse veste Chanel très classique avec en dessous un soutien-gorge qu'elle portait pour aller au Palace. Et donc je me suis dit, tiens, ça me fait penser à mon corset. Bon, à mon corset, le corset de ma grand-mère. Bon, et même s'il avait l'autre forme et tout, donc ces petits bustiers. Et puis je vais à New York, et je vois, donc, une fois j'ai fait un bustier, pour mon premier défilé d'ailleurs, un petit bustier que j'ai acheté à la Samaritaine. À l'époque, j'avais pas les personnes pour me le faire, pour le réaliser, et je l'ai customisé comme on fait maintenant. Je lui ai mis plein de clous, comme ça c'était d'un seul coup avec un perfecto, porté avec un perfecto, donc c'était un bustier rock. Et je vais donc, ça y est, j'y arrive à New York, le voyage a été long, hein, mais il y a plus qu'un jour peut-être en plus. Et à New York, je vais voir un spectacle de Broadway qui s'appelait Nine. Et c'était fait d'après le film de Fellini. Et donc, de Federico Fellini. 8,5. Pardon 8,5. 8,5, c'est ça, je dis Nine. Nine, c'est un autre film qui n'est pas du tout de Fellini. Voilà. Là, je compte les chiffres, j'ai jamais été Dans les films, c'est bien, visuellement, j'arrive, mais alors, par contre, les chiffres, c'est pas mon truc, hein, vous pouvez le voir. Donc, donc cette pièce de Broadway et tout, ça commençait, le rideau s'ouvrait, et d'un seul coup, on était dans les coulisses, dans la cabine soit des Folies Bergères ou d'un lieu comme ça un petit peu, où toutes les filles, ça se passait dans les années 30, et donc elles étaient toutes avec les cheveux crantés et tout, comme ça, ou gominés, ou plutôt crantés, gominés, un peu comme Joséphine Baker, avec des boucles et tout, et elles étaient toutes avec des corsets, des corsets des années 30, qui n'étaient pas du tout comme celui des années 50, qui est beaucoup plus genre pin-up, vous voyez. Là, c'était plutôt des corsets qui allongeaient un peu le corps. Mais la couleur était là. La couleur, ce chair de leur peau, plus le chair du corset, ma grand-mère et tout, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, c'est ça. Ma collection, c'est ça. Et en fin de compte, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est-à-dire quoi? J'ai pas fait le corset tel qu'il était. Je l'ai allongé, j'en ai fait des robes, des combinaisons pantalons, je l'ai fait lacer jusqu'en bas. Alors même, j'ai une anecdote qui est drôle, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler ce soir, mais ça fait rien. Mais jusqu'au bout, j'y suis allé comme un fétichiste du corset. C'est-à-dire que j'ai fait une robe du soir, genre bustier, donc c'était le corset qui s'étirait, mais avec sa logique du corset, c'est-à-dire évidemment de rentrer, se serrer au genou, et après de ressortir et aller jusqu'à la cheville, et entièrement lacé dans le dos. Donc c'était très difficile à marcher, évidemment, parce que imaginez, comme ça on ne peut pas monter les marches, on ne peut rien faire et tout. Et une fois, une journaliste avait emprunté ce corset, cette robe corset, pour une soirée au Palace. Et bien elle n'a pas pu boire, parce que sinon, pour la délacer, il fallait 3 personnes qui l'aident et tout, donc elle est restée, et elle avait trop peur de faire pipi. Voilà, l'anecdote. Donc voilà, donc ça c'est Broadway, c'est le spectacle, c'est tout ça qui m'a fait d'un seul coup ressortir. En fin de compte, je crois que c'est ça, si vous voulez dire, quand on parle de l'enfance et le côté nostalgique, c'est pas, la nostalgie peut avoir, c'est pas être nostalgique, ça, c'est au contraire, je crois qu'on est marqué par plein de choses qui se passent dans l'enfance, de l'adolescence, et qu'après, ça ressort d'une certaine façon, et voilà, il faut pas avoir peur de l'utiliser, de le changer, de le retravailler. Mais d'ailleurs, en revoyant le film, et c'est peut-être ça qui le rend si génial et qui fait de Becker le cinéaste qu'il est, c'est qu'il y a ce réalisme presque documentaire, c'est-à-dire que quand Raymond Rouleau dit « ça tombe mal, cette robe, là, ça tombe mal » et qu'il va engueuler son fournisseur à Lyon, et le tissu, etc., on voit bien que tout ça c'est vrai. Ou alors le coup des portes, ça, je trouve ça admirable à la fin, où on voit que les filles des ateliers sont en fait juste à côté des modèles, et que tout ça c'est
derrière les portes et que si une porte s'ouvre, il y a 4 filles qui tombent. Exactement. Et en même temps, c'est l'illusion, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un homme qui finit par confondre la réalité et la fiction ou l'illusion. Enfin, c'est aussi ça. Bah, c'est tout à fait ce rapport-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, il rentre dans son rêve et dans son fantasme. Alors, c'est assez drôle parce que, dans un sens, je ne sais pas si j'ai réussi à recréer ça, mais je sais que j'avais fait une collection qui était un hommage justement au cinéma, parce que j'ai tellement été influencé par le cinéma. Bon, ça se voit dans l'exposition, entre le Satyricon, entre le Rocky Horror Show, qui n'a rien à voir, entre Falbala, entre plein de films comme ça qui m'ont marqué, que j'ai trouvé assez extraordinaire. Évidemment, le film Qui êtes-vous, Polymagou, de William Klein. Évidemment, tous ces films-là m'ont marqué, mais c'est vrai que je ne sais plus ce que je voulais dire. L'illusion, vous voyez, c'est tellement une illusion que ça s'est évaporé et maintenant. Non, mais on est un peu entre rêve et réalité, quoi. C'est quelque chose. Je parlais de la précis. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que j'ai fait une collection, à un moment, qui est un hommage au cinéma. Et je me souviens que. Alors, j'ai fait quelques robes pellicules que je n'ai plus là, parce que j'ai mis dans mon Fashion Freak Show. Bon, c'était des robes faites avec des pellicules de cinéma. Et des films qui n'étaient pas terribles. Ce n'étaient pas des films de vacances, mais enfin bon, c'était des choses comme ça. J'aurais jamais osé ça. Vous savez, le cinéma, c'est des copies. Hein. Il n'y a pas d'original. Ah, mais ça ne se fait pas en couture, les copies. Ça ne devrait pas se faire, tout au moins. Bon, eh bien, je sais que j'avais terminé par une robe de mariée, évidemment. Alors, c'est vrai que c'est drôle, parce que moi, j'aimais pas du tout le côté faire une robe de mariée. Pendant des années, j'ai pas fait. Alors, comme je n'aimais pas les faire, parce que j'étais d'une génération où le mariage, bon, c'était pas très... Voilà, c'était un peu pas ce qu'il fallait faire, de cette génération-là, donc je ne faisais pas de robe de mariée, donc je faisais une espèce de robe qui était plutôt un gag, ou un clin d'œil, ou une espèce de chose comme ça. J'étais des années à faire ça. Mais donc là, j'avais fait donc, ma robe de mariée pour cette collection Hommage au cinéma, où... En fin de compte, je reprochetais presque Falbala de la fin. C'est-à-dire que j'avais fait une espèce de voile de mariée, mais qui partait d'une pointe un peu comme les énains moyenâgeux, vous voyez, comme ça, mais qui était en plastique en dessous. Et dessus, il y avait le voile, dessus, et le voile qui était plus court là que derrière, donc il y avait le voile qui traînait et tout, et avec projection. Et donc il y avait une projection sur cette espèce de hénin du visage de Michel Prel, et après toutes les actrices que j'adore, Ava Gardner, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, enfin, Audrey Hepburn, toutes les actrices après. Donc en arrivant, le mannequin avait tous ces visages d'actrices que j'admire et tout, et de films que l'on connaît tous. Le côté muse du film, parce que lui... C'est quand même un séducteur, la scène. Oh là là, lui, il est odieux. Hein. Ouais. Je voulais faire tout comme dans le film, sauf ça. Ça, je dois dire qu'au contraire, ça m'a montré. Et d'ailleurs, Jean-Paul, quand il s'engueule avec la malheureuse Anne-Marie, qui lui parle de son placard musée, le film est très clairement du côté d'Anne-Marie. Hein. C'est elle et elle ne lui envoie pas dire. Ah oui, tout à fait. Mais est-ce que ce côté, une robe, on la fait toujours pour quelqu'un, alors dont on n'est pas forcément amoureux à chaque fois, c'est compliqué, mais quand il dit s'il n'y a pas de corps, s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas la robe non plus, enfin il faut qu'une robe soit faite, soit pensée pour quelqu'un. Ah ben, ça a été cet enseignement-là. C'est-à-dire que si vous voulez, quand j'ai vu et c'est là où il y a un rôle vraiment en connexion entre la mode et le cinéma, c'est le fait que justement, moi j'ai vu ça comme dans le film, il y avait une héroïne. Et à un moment très précis, d'un seul coup, je crois que Gabriel Dorzia vient et dit, ou la première d'atelier, Anne Fugier-Gir, qui est absolument géniale dans son rôle, c'est vraiment, j'en ai connu des comme ça chez Jean Patou d'ailleurs, et comme elle, boyeuse comme ça et tout, vraiment, et qui dit, ah ça y est, monsieur a trouvé l'inspiration. Et l'inspiration, c'est une femme. Donc du coup, si vous voulez, j'ai eu cet enseignement-là. Donc c'était ça. Donc je savais, mais sans m'être jamais dit, il faut que... Vous voyez, je savais, c'était instinctif, donc que j'allais être influencé par des filles. Et c'est vrai, parce que quand j'ai fait, la mode que j'ai fait quand j'ai commencé, disons, c'est tout de suite été inspiré par des femmes ou des jeunes filles qui n'étaient pas selon le critère habituel de ce qu'on montrait de la beauté féminine. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai fait, on voyait à la télévision donc des émissions où par exemple il y avait
une journaliste de mode, enfin une journaliste qui interviewait Mademoiselle Carven, qui était une maison de couture à l'époque, et qui disait: Mademoiselle Carven, comment avez-vous pensé la collection de l'été prochain? Ah, j'ai vu la femme très féminine, avec des volants et tout, etc. Et moi je commençais à me dire: oh là là, je commençais à mettre en doute les choses, me dire: les volants très féminines, mais il y a des femmes aussi qui sont... Qu'est-ce que c'est que la féminité, quoi? Enfin, à me remettre des questions, moi, en entendant ça. Là, je commençais, avant c'était, parce que tout ce que j'avais vu dans le film, c'était la Bible, mais après, peu à peu, je commençais à, vous voyez, comme quand on a fait un peu son éducation, et ben on va peut-être donner des coups de pied un peu dedans. Et du coup, j'étais plutôt attiré, et là, ça vient dans le style, justement, la muse inspiratrice, c'est-à-dire que par des filles que je voyais qui étaient très différentes. C'est pour ça que j'avais pris Edwige, la reine des punks, français. Pardon? Farida? Et Farida Khalfa, voilà, qui était une beauté très différente, parce qu'à l'époque, c'était que des filles dans les défilés, mais aussi dans les magazines, que des filles suédoises, par exemple, blondes comme ça et tout, très belles, il y en avait des merveilles. Mais comme c'était automatiquement pour être en couverture il fallait qu'elles soient blondes, et notamment les suédoises, etc., moi je voyais qu'il y avait aussi d'autres sortes de beauté. Bon, d'ailleurs, je l'avais déjà vu, hein, il y avait déjà Saint-Laurent qui prenait des mannequins un petit peu différents et tout, et même Courrèges aussi, et Paco Rabanne aussi avait pris des filles de couleur. Donc, je voyais tout ça, et moi je trouvais ça très bien, mais je trouvais que c'était un peu, pourquoi toujours dans les magazines, nanana. Donc moi j'ai voulu montrer des filles qui étaient différentes, j'ai pris avec des allures que je trouvais plus modernes, c'est-à-dire un peu plus androgyne ou tout au moins volontaire avec du caractère. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le premier défilé qu'elle a fait, Farida Khalfa, eh ben, elle est arrivée sur le podium, elle avait un chewing-gum, je ne vais pas dire crache-le, non, elle a acheté son chewing-gum en marchant. Si vous voulez, qui n'était pas du tout ce que normalement un mannequin classique faisait, c'était même tout l'inverse, mais je préférais qu'elles aient leurs habitudes, et même pendant longtemps, parce que pour moi, si vous voulez, c'était des héroïnes. Donc, en fin de compte, celle que je choisissais, c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire le casting, c'est le même terme que pour le cinéma, j'ai toujours fait moi-même, jamais que quelqu'un d'autre, à la limite je pouvais avoir quelqu'un qui avait un goût, disons, un œil, mais c'était moi qui décidais totalement, et pendant des années c'était moi tout seul même, vraiment tout seul, mais j'aime ça, parce que j'aime trouver, et d'un seul coup c'est vrai qu'on sent... Et c'est très très bizarre, parce que là je vais faire une parenthèse qui est beaucoup plus mode, mais par exemple, pendant des essayages, quelquefois il y a des mannequins qui sont parfaites et tout, en défilé, très bien, mais par contre travailler sur elles, quand je dis travailler sur elles, ça veut dire faire la construction du vêtement, elles ont peut-être les mensurations, tout ce qu'il faut, etc., mais rien ne se passe. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je ne vois plus, j'arrive plus à voir. Alors qu'il y en a d'autres, simplement peut-être par le fait, comme elles bougent, leur façon d'être, de mettre d'un seul coup la main dans une poche qui n'existe pas, mais qui devrait exister, donc, vous voyez, qui inspire. Il y a une espèce c'est un peu comme une actrice, quoi, qui d'un seul coup... C'est la norme et la vie, c'est la différence, voilà, et c'est d'ailleurs aussi dans le film. C'est exactement ça. Donc voilà, lui il tombe amoureux d'elle, et du coup ça y est, il a sa collection, ça y est, il a l'inspiration, et ben moi, si vous voulez, après j'ai sans doute rechercher toujours ça, quoi. Mais rechercher, mais ça vient tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'on voit, ah oui, ah là c'est bien, ah puis tout lui va, c'est formidable, et tout, nanana, et ça donne des idées pour les couleurs, pour les vêtements, parce que voilà, parce que les cheveux roux, nanana, parce que les cheveux, voilà. Enfin plein de choses, la peau, la couleur de la peau, l'attitude aussi, le geste, la gestuelle, parce que un défilé de mode, c'est aussi une attitude, et dans l'attitude, mettons le fait de mettre des poches, j'ai un truc que maintenant tout le monde connaît, mais de mettre des poches dans une robe du soir, et ben ça fait une autre attitude pour la robe du soir. Ce n'est pas genre la princesse qui arrive, vous voyez, sur la pointe des pieds, c'est autre chose, c'est une attitude beaucoup plus décontractée, beaucoup plus... voilà, qui en fin de compte a une attitude presque masculine, on va dire, parce que les mains dans les poches, c'est plutôt les garçons, vous voyez. Et alors ça, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elles font de plus en plus la gueule. C'est-à-dire que maintenant on fait défiler des mannequins à qui on dit d'être voilà, le plus triste. Ce qu'il y a de terrible, c'est... Alors maintenant, ce qu'il y a de terrible, alors là, je parle comme un vieux réac, presque. mais non, un vieux con, voilà, un vieux con de la mode. Mais c'est-à-dire que maintenant, il y en a, si vous voulez, qui ne choisissent pas leur mannequin, hein, parce qu'ils laissent quelqu'un d'autre choisir, bon, ça fait travailler des personnes, c'est bien, mais enfin, on peut... Bon. Et donc, qui choisissent des personnes qui organisent le défilé. Moi, le défilé, j'ai toujours fait. D'une part, parce que quand j'ai commencé, j'avais pas du tout d'argent, donc on était seulement deux.
Il y avait moi et mon copain, et donc on a fait, et puis il y avait la concierge qui a cousu quelques trucs, moi qui ai fait quelque chose, ma cousine aussi, enfin, on était comme ça à faire les vêtements. Donc, du coup, j'ai eu la liberté de faire comme je voulais. Et donc, après les filles, je les prenais pour leur attitude. Alors, en effet, moi, les filles que j'ai choisies, elles faisaient un peu la gueule. Mais elles étaient plutôt, même pas la gueule, mais elles étaient plutôt agressives. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, quoi? Vous me regardez de travers ou quoi? Elles étaient plutôt comme ça, parce que je trouvais bien, mais ça ne m'empêchait pas de choisir une super romantique, que je trouvais très attendrissante, touchante et tout. Oui, j'ai montré à chaque fois différents, mais des personnages. C'était des personnages. Voilà, elles incarnaient quelque chose à chaque fois. Et j'essayais à chaque fois que ça soit plutôt dans ce modèle-là, dans ce vêtement-là et tout, parce que ça allait plus avec sa personnalité. En fin de compte, et même le maquillage, je n'aimais pas le maquillage. Je suis très mauvais en maquillage. Les coiffures, encore, je peux avoir des idées ou des trucs comme ça, mais j'aime pas quand ça, si vous voulez, ça les fait toutes pareilles. En fin de compte, j'aime bien que chacun soit un caractère. C'est plutôt comme dans un film, quoi. C'est-à-dire des héroïnes, voilà, qui sont là, et que différentes personnes puissent s'identifier, pas un côté robotique. Alors pour en revenir justement à ce qui se passe depuis des années, c'est qu'il y a certaines personnes certains le font très bien d'ailleurs, qui conçoivent, qui sont payés pour faire l'organisation, la mise en scène et tout du défilé, et qui choisissent eux-mêmes les mannequins, et tout ça, donc, et qui leur disent « faut pas sourire, regardez tout droit », etc. Moi je les ai toujours laissés faire. Même à un moment, si vous voulez, ce qui se passait, c'est que comme je prenais des filles que j'avais vues dans la rue ou au palace, ou comme ça, et qui me fascinaient, je leur disais rien, je ne leur disais rien. Et elles me le rendaient bien parce qu'elles étaient elles-mêmes, elles n'essayaient pas de jouer au mannequin. Par contre, je sais qu'après, j'ai pris des professionnels, j'en ai pris même pas mal après, parce que j'ai quand même 40 ans de carrière, on va dire. Bon, alors ça fait quand même pas mal. 45 ans à faire des défilés et plein, voilà, 2 par an et tout, vous voyez, plus les voyages et tout, ça fait beaucoup. Donc, j'ai eu plein de mannequins différents, mais les mannequins professionnels que j'ai eus, eh ben, je les faisais marcher au début pour voir si elles savaient, je leur disais, marchez comme vous marchez dans la rue. Comme vous êtes normalement. Et celles qui prenaient un tic de mannequin, genre je dandine, etc. et tout, comme un vrai mannequin qui s'est bien tourné, qui montrait la professionnelle et tout, je disais non, comme dans la rue. Si elle refaisait la même chose la deuxième fois, je ne la prenais pas. Parce que je voulais quelqu'un plutôt qui était là. Et je n'avais rien à leur dire. Je la trouvais parfaite telle qu'elles étaient. Et pareil pour le maquillage, et pareil pour pas quand même une coiffure qui les change trop. Je les aimais bien pour ce qu'elles étaient, pour la couleur de leurs cheveux, pour leur attitude, pour leurs gestes, pour leur beauté à elles, pour montrer différentes beautés. C'est simplement parce que j'étais attiré par ces différentes beautés, pas une seule type de beauté. Et vous parliez aussi des silhouettes masculines. Il y a aussi des muses qui ont compté pour vous, des muses masculines, notamment pour Tanel Bedroni. Tanel, oui, qui est vraiment celui qui a été, si vous voulez, un mannequin, mais alors lui, très, 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 très spécial, je vais dire. Enfin, spécial, je ne devrais pas dire ce terme-là, parce que je trouve ça vraiment très bien. Il a influencé d'ailleurs d'autres mannequins. C'est-à-dire que lui, qui est un garçon vraiment avec un physique assez viril, on va dire, eh bien, lui, sa démarche, comme lui, il admirait les mannequins, les top modèles, il avait une démarche qui, un peu, était une interprétation personnelle. Il ne jouait pas la fille, vous voyez, mais qui était quelquefois, comme un top modèle, avec des mouvements qu'un top modèle, disons, androgyne pouvait avoir. Mais vraiment, ça faisait genre comme un mannequin presque couture, quoi. Alors sur un homme, en plus, il correspondait exactement à ce que je voulais dire. Parce que, en fin de compte, si j'ai choisi des mannequins femmes qui étaient aussi, en majorité, quand même assez fortes, en général, fortes dans tous les sens du terme, d'ailleurs, tous les gabarits et tout, etc. Et tous les âges aussi, ça c'est un tabou qu'il faut arriver à arrêter avec les histoires de simplement des gamines de 14 ans, etc. Et tout, c'est très bien. Mais il peut y en avoir aussi de 80 ans qui sont très très bien, et j'en connais. Donc, donc ça, un tabou, c'était... qu'est-ce que je voulais dire? C'était le tabou par rapport à l'homme. Le fait qu'un mannequin homme, en général, il marche très 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 mal. Enfin, alors, en général, je suis gêné d'être là, vous voyez un peu l'attitude. Et même certains qui sont vraiment très photogéniques, au début c'était terrible parce qu'ils envoyaient plein de mannequins américains, et qui étaient vraiment costauds américains, un peu lourds comme ça. Alors ça pouvait être drôle quelquefois, un comme ça, mais comme un personnage. Mais tous, quand même, c'était la même façon de marcher. Et Tanel, lui, par contre, comme il était fasciné par il était fan de toutes les top modèles de l'époque, enfin, Linda Evangelista, Estelle Lefébure, Cindy Crawford, enfin, toutes ces filles-là, eh bien, lui, il avait une façon de marcher qui était
on ne peut pas dire qu'elle était féminine, mais elle était, disons, top modèle. Elle était top modèle qui, alors là, par contre, n'est pas du tout naturelle comme dans la rue, mais justement comme une espèce de synthèse de la gestuelle d'un mannequin, d'un top modèle. Parce qu'on dit, voilà, rouler des hanches, mais d'une façon très allue, et puis comme ça, et s'arrêtait. Et c'était assez génial, parce qu'en backstage, par exemple, on a toujours un écran pour voir si c'est le moment d'envoyer l'autre, etc. et tout. Les filles le regardaient, et même les tops l'applaudissaient quand elles étaient en backstage, et le voyaient marcher. C'était quand même assez incroyable, parce qu'il a vraiment une personnalité très forte, comme une espèce de féminité rajoutée, mais assumée. Qui faisait une espèce Bon, je ne dirais pas, je ne comparerais absolument pas, parce que ça n'a rien à voir, donc peut-être je ne peux même pas le dire, j'allais dire par rapport au Rocky Horror Show. Ça n'a rien à voir, parce que là c'est un personnage, mais ceci dit, il est quand même le personnage du Rocky Horror Show, le personnage principal, donc, lui, il est, on peut pas dire, c'est pas du travestisme, c'est très bizarre, parce qu'il est à la fois extrêmement masculin, pas du tout efféminé, et en même temps, avec des vêtements et une espèce de... Je ne sais pas comment dire, quoi. C'est un mélange assez étonnant. Et Tanel, c'est un tout petit peu ça. C'est censé être un extraterrestre, après tout. Voilà, exactement. Donc Tanel est quand même... Et donc, ça tombait très bien, parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes premiers défilés hommes, j'ai voulu montrer, puisque toujours on entendait dire la femme objet et tout, j'ai voulu montrer comment l'homme objet. Je me suis dit, la femme n'est pas un objet, et l'homme peut en être un. Voilà, donc c'était ça mon premier défililé. Et voilà, j'ai essayé de montrer toujours un petit peu ça. Mais c'est en cela où le cinéma correspond un petit peu, pas un petit peu, je trouve que c'est très parallèle à la mode. C'est-à-dire qu'on est censé représenter un petit peu l'air du temps et les changements qui se passent, qui soient aussi bien sociaux que comment esthétiques. Mais d'ailleurs, le cinéma le fait presque qu'il le veuille ou non. C'est-à-dire que l'enregistrement cinématographique, même dans un film comme Falbala, qui est très fermé, ça se passe en intérieur, dans des appartements, dans une maison de couture, etc., tout le discours sur la jeune fille, etc., enfin, voilà, on se dit le mariage, enfin, c'est aussi une autre époque, c'est bien sûr l'air du temps. Enfin, tout à fait, c'est révélateur de tout ça. Et c'est ce que doit être la mode. Alors, quelquefois, on a tendance, et ça c'est un peu une erreur, on a tendance à se prendre pour des artistes et vouloir montrer des collections importables, n'est plus même le mot, c'est vraiment comme seulement un show. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant je préfère faire du spectacle et faire notamment mon Fashion Freak Show, parce que en fin de compte maintenant, c'est la surenchère par rapport au show. Et c'est devenu un spectacle. Mais par contre, ce n'est pas de la mode. Alors je vais faire un parallèle, là, d'un seul coup qui me vient, mais je le dis, tant pis pour les fans de, etc. Je dirais que on voit la différence, par exemple, entre Madonna et Lady Gaga. C'est que Madonna, elle a un sens de la mode et elle aime la mode. Elle aimait dès le départ la mode. Et le résultat, c'est que je me souviens que la première fois où je l'ai vue au MTV Awards et qu'elle a chanté Like a Virgin avec la robe de mariée, avec le micro entre les jambes, et que ça fait un scandale. Mais enfin, mis à part le scandale, le fait c'est qu'il y avait quand même en haut de l'endroit où se trouvait dans le théâtre, dans l'amphithéâtre, eh bien, il y avait des filles qui étaient habillées comme Madonna. C'est-à-dire qu'elles étaient avec les bijoux crucifix, elles étaient avec le bandeau dans les cheveux, elles avaient les cheveux, c'était de la mode, vous voyez, elles montraient une image de mode très influencée par ce qui se faisait à Paris, certaines choses de moi, d'ailleurs pas mal, et j'en suis ravi et tout, et de Marie-Paul aussi, une qui est styliste, qui faisait des bijoux aussi, et qui lui en faisait et tout, et c'était cette influence-là, mais on voyait qu'elle aimait, qu'elle savait. Moi je me souviens de Madonna, qui par exemple, elle, regardait, c'était pour Cannes, la montée des marches de Cannes, et qui regardait à son hôtel, elle était comme ça, elle regardait un magazine de mode, elle disait « Ah tiens, je veux cette coiffure-là. Ah, le maquillage, celui-là. » Voilà, elle savait très bien ce qu'elle voulait, elle n'avait pas, c'était pas encore l'époque où il y avait toutes ces stylistes qui font quelquefois un bon travail, parce qu'il y en a certaines qui n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent, vous voyez. Mais c'est pareil pour les actrices, je veux dire, c'est exactement ça. Et alors donc le parallèle que je faisais avec Lady Gaga, c'est que Lady Gaga, elle a moins le sens de la mode, elle est entourée par certaines personnes, dès le départ, entourée par un type qui était très bien et tout, et qui lui donnait des conseils, mais elle-même, c'était genre
ce qui va être, peu importe l'allure générale, c'était pas un look précis, c'était ce qui est excentrique. Vous voyez, ça ne veut pas dire avoir un sens de ce qui est bien, ça c'est pas bien. Moi je vois par exemple avec Madonna, une chose quand même assez incroyable, c'est que je lui avais fait, donc pour le Blonde Ambition Tour, je lui avais dessiné les trucs avec le chapeau melon et tout, etc. Et des vêtements cage que j'avais fait dans ma collection auparavant. Voilà, tout. Eh bien, elle avait le croquis, très bien et tout, elle a voulu. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a rajouté des prothèses de protection aux genoux et aux coudes pour danser, etc. Et le look était d'enfer, c'était encore plus Orange Mécanique que ce que j'avais prévu. Et c'est elle qui l'a fait. Donc un sens, vous voyez, là c'est vraiment une collaboration et c'est quelqu'un, respect, quoi, quelqu'un qui sait. Un sens de la mode, et puis quelqu'un, c'est pour ça peut-être aussi qu'elle dure depuis si longtemps, oui, qui a changé aussi très longtemps. C'est-à-dire que quand elle s'habillait en Recherche Suzanne désespérément, qui était voilà, vraiment le film de l'époque, le côté dentelle, sous Saint-Gorge apparent, etc., elle n'a pas gardé ça toute sa vie, parce que sinon ça aurait été ridicule. Elle changeait aussi selon l'air du temps. Et puis elle montrait aussi l'air du temps, c'est-à-dire par exemple quand dans Suzanne désespérément, oui, là c'est aussi très intéressant pour tous les effets mode et évolution de la femme, elle a un crop top qui revient très à la mode en ce moment, qui est très à la mode en ce moment, et elle soulève comme ça les bras et elle se fait sécher on voit justement qu'elle a des poils sous les bras et tout, et assumer comment le poil qui est rejeté beaucoup chez la femme, du fait de la religion aussi, et tout. Donc, des choses comme une évolution, elle montre quand même une évolution de la femme certaine, quoi, et elle la vivait pleinement en étant un peu précurseur. Est-ce qu'on vous donne la parole? Vous levez la main et on vous donne un micro. Voilà, monsieur. Bonsoir, une question brève. À quand Jean-Paul Gaultier, réalisateur de films? Alors ça, je peux vous dire tout de suite, c'est très gentil de me poser cette question-là, mais je n'y songe absolument pas. Parce que justement, j'ai travaillé, je n'y songe pas, mais non, c'est pas possible. Je vais vous dire franchement pourquoi. Parce que j'ai déjà donc travaillé avec Jeunet, Caro, pour la Cité des Enfants Perdus. Avec Almodovar, j'en ai fait 3, Kika, La Mauvaise Éducation, et La Peau que j'habite. Bon. Et Besson avec Le Cinquième Élément. Et Peter Greenaway, j'ai oublié. Peter Greenaway avec The Cook, The Wife, and the je sais pas trop quoi. Voilà. Mais c'était un très beau film et tout. Bon, mais j'ai vu comment il travaillait. J'ai vu ce que ça demandait comme qualité. Je n'ai pas les qualités cérébrales pour pouvoir. Ça, non, c'est trop. Vous voyez, il faut vraiment des qualités que je n'ai pas. Et notamment la direction d'acteur. Parce que la direction d'acteur, comme je vous dis, j'aime bien des tempéraments. Donc, à la limite, il faudrait que je trouve... c'est trop difficile psychologiquement, quoi. Il y a trop de pression sur plein de choses et tout. Là, je dois dire, déjà, les collections, on a du stress. Mais là, un film, j'ai vu ce que c'était, l'énorme œuvre que c'est, et c'est au-delà de mes forces. Et puis, en plus, des films sur différents sujets. Suis-je capable? Vous voyez, je crois pas. Je crois pas, vraiment. J'aime bien les voir, en découvrir, et en même temps, ça me nourrit de voir le film, plutôt que de les faire. Monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous poser 2 questions. Disons, vous saluer pour votre comédie musicale que vous avez fait à Paris. Merci. Parce que j'avais vu 2 fois, et franchement, j'ai pris une claque, quoi. Ça vous va laisser de traces? Non, j'espère. Non, mais c'est franchement un coup de maître. Et voilà, déjà ça c'est le compliment. Et l'autre question... Alors maintenant c'est... Oui. Critique, vous pouvez... Ah non, c'est vraiment un compliment. Je voudrais savoir, est-ce que vous vous êtes inspiré des films comme The Phantom Thread et Le Diable s'habille en Prada? Alors, je peux répondre tout de suite. The Phantom Thread, non, parce que... mais je l'adore. Voilà, The Phantom Thread, non, parce que c'est venu trop tard, quoi. C'est-à-dire, c'est venu il y a quelques années. Et si vous voulez, au point de vue mode, c'était pas tout à fait ma cup of tea, quoi, on va dire. C'était pas parce que c'était anglais, parce que j'adore ce qu'au fond des grands créateurs anglais, vraiment, qui sont extraordinaires, mais c'est pas ça.
c'est que là, ça montrait une période, c'était un film de période, donc si vous voulez en être inspiré pour moi, en ressortir une autre collection, non. Mais par contre, ce que je dois reconnaître, un peu justement comme pour Falbala, c'est le fait de l'exactitude de ce métier qui est décrit, de ce couturier qui vit, c'est sa vie totale et tout, c'est assez extraordinaire. En plus, ces Anglais, fait par les Anglais, c'est formidable parce que ça montre à la fois une histoire d'amour insensée, quoi, avec genre l'assassinat des champignons et tout. C'est extraordinaire comme c'est fait, une histoire d'amour à travers le meurtre, quoi. C'est vraiment assez incroyable. Bah, écoutez, il y a des rapports aussi avec celui-là. Celle-là, c'est pas un meurtre, c'est un suicide. C'est autre chose. Mais enfin bon. Mais c'est un film merveilleux, très très bien fait, extraordinairement bien joué. C'est un de mes films, en effet, favoris. Par contre, Le Diable s'habille pas à Prada. En Prada, non. C'est pas un de mes films favoris. Ça m'a pas du tout influencé. Pourquoi ? Parce que, voilà, je trouve que, si vous voulez, je ressens pas, vous voyez, je sens comme un regard extérieur, mais quelqu'un qui n'est pas, c'est caricatural, c'est vraiment avec le personnage. Bon, peut-être que le personnage d'Anna Wintour est à la base caricatural, c'est vrai. Mais de porter les lunettes notamment noires pendant tous les défilés, c'est-à-dire comment voit-elle les couleurs ? On se demande. On n'a jamais su, elle non plus. C'est pour ça que le Vogue américain. Bon, enfin. Non, je dis, elle plaisante, mais enfin, il y a un peu de vrai quand même. Vous voyez, je ne crois pas qu'elle, si vous voulez, c'est une. Alors, c'est justement, si vous voulez, elle, Anna Wintour, c'est quelqu'un qui a un talent, mais un talent politique, on va dire. C'est quelqu'un qui sait très bien et qui, en fin de compte, correspond un peu comme est devenue la mode, c'est-à-dire avec beaucoup de marketing, avec beaucoup de choses comme ça, vous voyez, avec plutôt un travail d'influence. Vous voyez, le rapport maintenant a changé avec la presse, avec tout, depuis le début des années 90, où elle est apparue. Vous voyez, ça a changé un peu. Donc je réponds à cela, pourquoi ? Pour me dire, ah oui, c'est ce film-là. Donc celui-là, je ne le trouve pas terrible, quoi, parce que c'est pas poussé ni assez comique, enfin je trouve... Je veux dire quelque chose, mais je pense que si ça avait été fait par des Anglais, ça aurait été beaucoup mieux. Prêt-à-porter aussi, j'ai pas mon favori. Prêt-à-porter. Non plus. On voit qu'il n'aimait pas la mode. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On voit qu'il n'aimait pas la mode. En tout cas, merci pour les questions. C'est peut-être la dernière question, puisque Allez-y. Bonsoir. Alors je suis bref, je réponds après la dame. J'ai une question du coup. Parmi toutes les muses que vous avez eues, du coup, c'est laquelle? Attendez, j'ai pas compris. Enlevez votre masque, mademoiselle. Juste le temps de la question. Quoi. Parmi toutes les muses que vous avez eues, oui. C'est laquelle vraiment qui vous a le plus inspiré? Vraiment. La plus inspirée, écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai peut-être déjà répondu auparavant en parlant de Madonna. C'est vrai que, non, des filles comme Edwige et Farida, ça a été une grande inspiration, ça c'est vrai. Anna aussi, un mannequin que j'ai connu avant, et qui avait une façon de marcher qui était à elle, plus sensuelle, plus du tout comme le mannequin, couture et tout. Ça l'a été du fait de son physique aussi, qui était complètement à part. Très 1925, genre, comme en Brassailles, un peu comme les photos de Brassailles des années 20, un peu ce physique-là, un peu garçonne comme ça et tout. Donc elle, c'est vrai qu'elle m'a inspiré beaucoup. Mais Madonna, je dirais au total, parce que son attitude, ce qu'elle fait, ce qu'elle interprétait, ça montrait justement le changement de la femme et l'évolution de la femme. Vous voyez, donc, parce que par la femme forte, je dis le plus grand macho qui est, c'est Madonna, quoi. Pour moi. Non, mais dans un sens, c'est ça. Et maintenant, je rends hommage à son courage de combattre, continuer à combattre pour pour l'âge, pour l'histoire de l'âge, pour le tabou de l'âge, parce qu'elle n'a pas le droit, sous prétexte qu'elle a un certain âge, enfin un âge de 64 ans ou 63. Eh bien, elle ne peut pas continuer ses extravagances, ses provocations et tout. Après tout, mais la majorité des gens la critiquent à mort. Ah oui, on les critiquer à fond. Mais je dirais, et là je vais dire quelque chose, un petit peu comme à peu près, un parallèle que je vais faire avec Marilyn Monroe et Bardot, hein, justement. C'est que, moi je me souviens très bien que ce jour où elle avait chanté Like a Virgin, avec le micro et la robe de mariée, etc., eh bien il y avait tous les gens du parterre américain tout au parterre, donc tous les industriels de l'industrie de la musique qui étaient là et qui
après était en train d'applaudir comme ça, alors que les petites gamines, elles elles s'adoraient et tout. Mais 2-3 mois après, comme elle avait vendu 20 millions de disques, et ben là, ils étaient à dire oh, génial, Madonna, elle se peste, et on est fiers, vous voyez, ce genre de choses. Bon, je veux dire, en cela, je veux dire, ils étaient contre elle, parce qu'elle était trop provocatrice et elle dénonçait trop de choses qui se passaient dans la société. Parce que c'est vrai qu'elle a dénoncé plein de choses et montré plein de... elle, pour l'intégration totale, je dirais. Elle a été vraiment en avance de tout le monde, et pas une question de mode, simplement parce qu'elle ressentait l'air du temps et elle crachait ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait qui change. Donc, je disais ça par rapport à elle. Marilyn Bardot. Ah oui, et en faisant l'exposition, eh bien, si vous voulez, je me suis rendu compte justement le parallèle avec Amérique et là et France. Eh bien, c'est que avant, quand même, justement, peut-être Madonna, il y en a eu d'autres, sûrement si, il y en a eu qu'on fait aussi un peu évoluer aux États-Unis. Mais Madonna, c'est peut-être la seule américaine, parce que sinon, c'était vraiment la femme objet, c'est Marilyn Monroe, avec ses faiblesses et tout. C'est quelqu'un de fragile, qui est une victime du système hollywoodien. Alors que Bardot, on se rend compte, c'est la liberté totale, avec un sens de la mode total et absolu. Justement, c'est pour ça que dans l'exposition, on montre une robe de Marilyn très jolie, avec là l'espèce de comme si c'était des paillettes qui s'en vont et effilochées, et que du coup on voit des transparences et tout. Bon, une très jolie robe, mais très sexy, femme objet. Et à côté, j'ai mis Brigitte Bardot avec sa robe de mariée. Qu'est-ce que c'était sa robe de mariée? C'était une robe en Vichy. Donc, c'est un coton tout bête et tout, etc. Ce côté, justement, matière pauvre, qu'elle fait devenir glamoureuse, en quelque sorte, avec les ballerines qui sont découpées juste à la naissance des orteils. Donc, on voit cette partie-là, un petit peu comme la poitrine, le décolleté poitrine. Là, c'était le décolleté des pieds. Le cheveu crêpé comme ça, émis un peu n'importe comment, mais d'une façon très naturelle. La liberté. Et on la voit bouger, danser dans « Et Dieu créa la femme », comme entrer en transe, un peu comme si elle était en transe et libre. Vous voyez, un peu la même image. Et il y a une photo aussi où on la voit avec un perfecto, moi qui croyais avoir mis le premier perfecto pour la femme, maintenant c'était elle 10 ans avant, et avec un short en cuir, perfecto, à même la peau, son cheveu blond comme ça, et des bottes. Ça c'est de la mode, mais ça c'est de la liberté aussi. Parce que quelle autre femme est montrée comme ça à cette époque-là, en 66 ? Aucune autre. Elle est la seule libre qui savait prendre les rênes. Mais vous savez, je vais vous dire, moi je me souviens étant gamin avoir vu des films et des interviews où les gens disaient que Bardot, de toute façon elle a joué dans Sois belle et tais-toi. Vous voyez, c'était déjà ce cliché ce cliché atroce, oui, de penser que parce qu'une femme était belle, il fallait mieux qu'elle se taise. Automatiquement elle devait être idiote. C'était quand même ça pendant des années, des années, des années. Donc je trouve que Bardot, ben non, elle n'était pas... On entendait dire ça un peu, et ses réponses étaient pertinentes, très drôles quand on entend des interviews d'elle. Quel est votre plus beau jour? Eh ben, c'était une nuit. C'est quand même extraordinaire, non, comme réponse. Bon, en tous les cas, alors quelqu'un me dira peut-être oui, peut-être que c'était écrit. Ben, même si c'était écrit, elle joue super bien parce que vraiment ça faisait très naturel. Et je pense que c'était plutôt du naturel, très sincèrement. Mais c'était son naturel. Ouais. C'était son naturel, voilà. Je sais qu'il y a plein de femmes qui à l'époque, jeunes femmes qui avaient le même âge qu'elle, qui ont été influencées par elle. Vous voyez, c'était une qui était un modèle, quoi, en quelque sorte. Allez, mademoiselle, encore une question. Vous aussi, enlevez votre masque, comme ça vous entendrez. Bonsoir. Pardon pour le fil. Bonsoir. Bonsoir. Assez émue de pouvoir vous parler. Je vous suis depuis que je suis toute petite et c'était vraiment un honneur aujourd'hui de pouvoir passer un petit temps avec vous là-haut. Et je voulais savoir, effectivement, j'ai assisté également au Fashion Freak Show. Je voulais savoir si vous comptez organiser d'autres shows comme celui-ci ou pas. Comme le Fashion Freak Show, oui. Ah, mais pour l'instant, c'est un petit peu avec du retard. Avec du retard. C'est retardé parce que, avec le Covid qui a eu tout, donc c'est reporté et tout. Mais bien sûr, maintenant, je crois que la mode, vous voyez, c'est bien. Mais à la limite, même, je vais vous dire une chose, c'est que pour un prochain spectacle et tout, j'ai plus envie de faire les costumes moi-même, vous voyez. À la limite, ça m'amuse plus de prendre chez certains créateurs ou pas créateurs des choses, des puces ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, d'utiliser des vêtements qui existent déjà, il doit faire quelque chose. Faire la mise en scène.
Voilà, ça m'intéresse plus de faire ça, en fin de compte, Comme ce avec côté spectacle. quelques aides, vous avez fait la mise en scène de votre exposition. Oui, j'ai eu cette joie et cette chance, c'était un plaisir, une aventure extraordinaire. Je remercie en même temps, en effet, la Cinémathèque et Tony, qui m'a permis, grâce à vous et donc grâce à elle aussi, de la faire, et puis grâce au cinéma, qui en fin de compte m'alimente et tout, et que j'aime ça. Mais en fin de compte, voilà, c'est ma façon de le faire. Je ne ferai jamais un film, mais par contre, une mise en scène ou montrer quelque chose avec une mise en scène, ça m'intéresse beaucoup plus. La mise en scène et le sens du détail, parce que moi je connais un autre metteur en scène, il est parti, mais il a assisté au Rocky Show, c'est Costa Gavras, notre président. Oui. Et alors lui, c'est son œil de cinéaste, parce que quand il est allé dans l'expo, je ne sais plus quelle paire de chaussures c'est, il y en a... Chanel, voilà, pour quel film? Coco, Anne Fontaine, Coco avant Chanel. Voilà. Et il y a une chaussure, vous l'avez faite tomber. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes les deux alignées comme des petits soldats. Et c'était exactement ça qu'on voulait, parce qu'on avait terriblement peur, hein, je vous le dis, du côté morbide d'une exposition de costumes, où on montre quand même des vêtements, voilà, et sans les gens, sans la vie. Voilà. C'est la personne qui est à l'intérieur, l'actrice, l'acteur. Et ça, je pense que, autant au cinéma que dans la mode, ce sens de détail, ce goût du détail, c'est-à-dire qu'il suffit de faire tomber une des deux chaussures et de ne pas les aligner comme des petits soldats, et bien ça met de la vie. C'est la mode, ça tient à ça. C'est parce que la mode, elle est aussi avec la vie. Voilà, c'est ça aussi. Et puis que dans la mode, on est très souvent inspiré par, en effet, des actrices qui ont une attitude, qui, comme je le disais, une façon de tenir, de mettre les mains, de porter même un gant. Attendez, j'ai remarqué là justement une chose que je n'avais pas vue auparavant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un moment, je ne sais pas si c'est... ah oui, la pauvre qui s'est suicidée, on voit, elle a les comprimés, mais vous avez le téléphone, donc, et vous avez les comprimés, et vous avez le gant qui est mis très joliment. Vous avez vu, le gant est mis très joliment. Alors, bon, ça peut être là le décorateur qui a voulu très bien le mettre, mais c'est joli le fait de le montrer parce qu'on est dans le milieu de la mode, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même tous les détails sont très importants. Mais dans Fabiola, c'est dingue. Quand il est ébloui par Michel, elle a un chapeau, ça peut être un nom, je ne sais pas, mais qui est un soleil. De toute évidence, c'est un soleil. Et après, Anne-Marie, elle a une sorte d'une petite broche aussi soleil. Enfin, le soleil tourne de l'une à l'autre. Enfin, c'est très très fortiche. Alors, un truc que je trouve ça absolument ignoble, c'est quand il lui met, en même temps, le détail est absolument incroyable. C'est quand il est là, qu'il prend les cintres et qui met une étiquette avec le nom de son ex et les dates. Au secours, au secours. Alors je ne sais pas, je ne vais pas faire de la dénonciation et tout, mais je ne sais pas quel couturier a fait des choses pareilles. Je crois Jean Patou, c'est possible. J'ai travaillé chez Patou. Il est mort depuis longtemps, alors c'est pas grave. Et en plus, ils n'ont pas gardé. C'est plus eux qui sont à la tête de Patou et tout. Mais voilà, je crois que c'était un petit peu ça, je crois. Ça, c'est peut-être inspiré de ce qui se disait sur lui. C'était pas Marcel Rochat. Bien que Marcel Rochat ait eu des femmes absolument sublimes. Hélène Rochat était absolument d'une grande beauté, était une belle ambassadrice de la maison. Je sais que vous avez plein d'autres questions pour Jean-Paul, mais il est quand même sur le compte du 14h, parce qu'il y a eu 2 films, etc. Donc, et il se fait vieux. Et il a un emploi du temps aussi, de temps en temps. Donc merci infiniment une fois de plus pour votre générosité. Merci à vous. Merci à vous.